21. La tête de l'homme, les jambes de la femme peuvent être regardées mais non touchées. Dans la tradition populaire, on retrouve souvent ce genre de proverbe. Il représente une facette de la culture populaire, renfermant la sagesse des anciens et les leçons tirées de leur vie quotidienne. Bien que les proverbes ne possèdent pas l'élégance de la poésie ou de la prose, ils se sont transmis de génération en génération depuis des milliers d'années et continuent d'être discrètement admirés, mot après mot, par ceux qui les découvrent. La phrase « la tête de l'homme, les jambes de la femme peuvent être regardées mais non touchées » est aussi l'un des proverbes riches de signification que les anciens nous ont transmis. Pourquoi disait-on cela? Autrefois, les hommes portaient généralement les cheveux longs, tandis que la plupart des femmes bandaient leurs petits pieds. Cela entraînait, de manière indirecte, une gêne pour se déplacer et les empêchait souvent de courir partout. Aux yeux des anciens, la tête de l'homme était la partie la plus importante. Seuls les proches ou les aînés sont autorisés à toucher la tête des jeunes enfants. Lorsqu'une personne sans lien étroit touche la tête d'un homme, cela est considéré comme un manque de respect, voire comme un signe de mépris. Dans les temps anciens, le statut d'un individu dépendait aussi des vêtements et du chapeau qu'il portait. Le chapeau posé sur la tête revêtait une signification profonde. C'est pourquoi il était interdit de toucher la tête d'un homme à la légère, car cela représentait sa dignité. Si quelqu'un touche sans permission, cela revient à les offenser réellement. Il en va de même pour les femmes. Autrefois, les pieds des femmes étaient également très valorisés. Lorsqu'une femme se lavait les pieds, personne ne devait la voir et encore moins la toucher. On disait souvent « lotus d'or de 3 pouces » pour évoquer l'idéal esthétique de cette époque. Bien sûr, la pratique de bander les pieds a ensuite été abolie, mais encore aujourd'hui, les femmes continuent à prendre soin de leurs pieds. Elles utilisent souvent divers produits de soins pour éviter des problèmes inesthétiques tels que les gerçures ou la desquamation de la peau des pieds. Ainsi, pour les femmes, les pieds sont tout aussi importants que la tête pour les hommes et ne doivent pas être touchés. Par ailleurs, certains estiment que la tête des hommes, les pieds des femmes et la taille sont des zones du corps où se concentre l'énergie bénéfique. Si quelqu'un y touche, il risque de perdre sa chance et son énergie bénéfique. Ainsi, si une personne peut toucher la tête d'un homme ou les pieds d'une femme, cela signifie que leur relation est très étroite. Mais quoi qu'il en soit, cela reste inapproprié, car les anciens enseignaient que les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Bien entendu, avec l'évolution de la société, les mentalités des gens d'aujourd'hui ont beaucoup changé. De nos jours, dans les relations entre hommes et femmes, il est courant de se taper amicalement sur l'épaule. Entre amis, on peut se toucher le visage, parfois même la tête, ou enlacer la taille. Cela n'a rien d'inhabituel. Toutefois, dans les lieux publics, il convient de rester attentif. Les hommes ne doivent pas toucher la tête, les femmes ne doivent pas toucher les pieds. C'est un tabou dans les règles de bienséance dans de nombreux endroits. Un simple geste irréfléchi peut facilement être perçu comme une atteinte à la dignité d'un homme ou comme un acte de harcèlement sexuel envers une femme. 22. Il ne faut pas perdre sa dignité pour un petit profit. Dans la vie, même si l'on perd tout, il ne faut jamais perdre sa dignité. L'histoire suivante est une leçon profonde pour ceux qui envisagent de se compromettre. Dans une petite ville du Sud, il y avait un étal de poissons sur le marché. Les clients faisaient souvent la queue en longue file, le commerce y était étonnamment prospère, car cet étal était réputé pour la fraîcheur exceptionnelle de ses poissons. Le propriétaire envisageait même d'ouvrir une nouvelle enseigne. C'était un homme de plus de 50 ans. Lors d'une conversation informelle, il a confié que, par le passé, son commerce ne suffisait qu'à faire vivre sa famille et que ce tournant n'avait été possible que grâce à un client particulier. Après avoir allumé une cigarette, il nous a raconté une histoire. Il y a environ 5 ans, un petit garçon d'environ 7 ou 8 ans est venu au marché acheter des légumes.
L'air soucieux, il s'est arrêté devant l'étal de poissons. « Monsieur, vendez-moi 2 poissons pont frais. » Le propriétaire jeta un coup d'œil au garçon, sortit 2 poissons et commença à les peser. Le garçon fouilla longtemps dans sa poche, puis en sortit enfin un billet de 100 yuan. « C'est de l'argent du nouvel an et tu n'oses pas le dépenser, n'est-ce pas ?» plaisanta le propriétaire. Les joues du petit garçon devinrent rouges. « 36 yuan, dit le vendeur en tendant la main pour prendre l'argent et rendre 64 yuan de monnaie. Après avoir reçu la monnaie, le garçon prit les poissons et s'éloigna rapidement. Contre toute attente, il revint le lendemain. « Ma maman est entrée à l'hôpital aujourd'hui, dit-il, surprenant le propriétaire. « Ma maman est malade, elle subit une opération aujourd'hui. Hier, je lui ai acheté le poisson pont frais qu'elle aime le plus. J'avais peur qu'elle n'ait plus jamais l'occasion d'en manger. Mais après l'avoir mangé, elle m'a dit une chose. Perdre sa dignité pour un petit avantage, cela n'en vaut vraiment pas la peine. » Le garçon, embarrassé, sortit de sa poche un billet de 100 yuan tout neuf et le tendit poliment à 2 mains au propriétaire. « Monsieur, je suis désolé, l'argent que j'ai utilisé hier était un faux billet, celui-ci est un vrai. » Le propriétaire de l'étal de poissons fut extrêmement surpris, il ne s'attendait pas à une telle tournure. Il se remémora la veille. À ce moment-là, il n'aurait jamais imaginé qu'un garçon à l'apparence si honnête puisse utiliser un faux billet de 100 yuan pour faire des achats. Le garçon baissa la tête, honteux. « Merci, monsieur. Ce faux billet, c'est ma mère qui l'avait reçu il y a quelque temps et qui l'avait gardé dans un tiroir. Ma mère est malade et a déjà dépensé toutes ses économies. Pour l'aider à économiser 100 yuan, j'ai caché la vérité et j'ai pris en cachette ce billet pour acheter du poisson. Merci de ne pas m'en avoir voulu. » Le vendeur ressentit en lui comme si quelque chose venait de se briser, une sensation difficile à décrire. Il sortit le faux billet du tiroir et le rendit au garçon. Celui-ci s'inclina pour le saluer, puis repartit. Le regard fixé sur sa silhouette qui disparaissait peu à peu, le vendeur resta longtemps sans pouvoir retrouver ses esprits. Finalement, au moment de ranger son étal, profitant de l'inattention des autres, il jeta à la poubelle une dizaine de poissons de mer imbibés de formol, un produit chimique utilisé pour empêcher la décomposition, désinfecter et blanchir, conservé depuis plus d'1 semaine sous l'étal. Par la suite, la mère du garçon, gravement malade, finit par décéder. Le garçon retourna dans son village pour poursuivre ses études. Le propriétaire de l'étal de poissons ne le revit plus jamais. Pourtant, chaque fois qu'il pensait à ce garçon et à sa mère, qu'il n'avait même jamais rencontrés, ses joues s'empourpraient. L'intelligence remarquable de cette mère n'avait pas seulement permis de ramener son fils sur le chemin de la droiture, de l'éduquer pour qu'il devienne une bonne personne, mais elle avait aussi le pouvoir de toucher le cœur des autres. C'était véritablement une mère exceptionnelle. 23. Répercussions. Confucius avait un disciple nommé Mo, originaire du pays de Dang. Mo avait un niveau d'apprentissage moyen, mais se croyait toujours le plus talentueux. Après quelques années d'études, il demanda à retourner dans son pays, pensant avoir acquis tout l'enseignement du maître. Tu Kong, le voyant ainsi, demanda « S'il retourne dans son pays et devient fonctionnaire, est-ce un problème ?» Confucius, en se frottant les genoux, répondit « Aucun problème ». Il demanda encore « Et s'il devient général ?» Confucius caressa sa barbe et répondit « D'accord ». On lui demanda encore « Et s'il rentrait pour devenir un brigand ?» Confucius, en bâillant, répondit « Cela ne ferait aucun mal ». Ce n'est qu'alors que Zigon fut rassuré et, calmement, écouta dire qu'un tel ne rentrait au pays que pour devenir maître. À ces mots, Confucius sursauta. Il n'eut même pas le temps d'enfiler ses chaussures ni de boutonner sa tunique qu'il se précipita hors du portail, courant comme affolé. L'élève le poursuivit en demandant « Maître, où allez-vous en courant ?» Confucius, tout en courant, répondit « Je vais tout de suite au pays de Dang. » L'élève demanda encore « Pourquoi allez-vous au pays de Dang ?» Confucius, courant toujours, répondit «
J'y vais pour empêcher ce un tel de devenir maître. S'il devenait mandarin, au pire, il ne nuirait qu'à un village. S'il devenait général, il ne nuirait qu'à une cité. Et même s'il devenait brigand, il ne nuirait peut-être à personne. Mais s'il devenait maître, il nuirait pour des générations, et même moi, je pourrais difficilement échapper aux conséquences. Le repos est ce qu'il y a de plus effrayant. Dans la vie, l'homme doit s'efforcer d'atteindre le plus haut niveau possible, et une fois ce niveau atteint, il ne doit surtout pas se permettre de rester inactif. L'écrivain chinois célèbre Shen Kongwen a un jour déclaré « Ce que je redoute le plus dans la vie, c'est de me laisser aller à l'oisiveté et de perdre le sens de l'existence. » Son élève, Wang Zhenqi, a un jour décrit Shen Kongwen dans un article comme suit. En hiver, n'ayant pas de feu pour se chauffer dans la maison, il s'enroulait dans une couette en coton et continuait malgré tout à écrire. Durant les dernières années de sa vie, il ne souhaitait pas non plus consacrer de temps au repos, mais rédigea l'ouvrage intitulé « Études sur le costume de la Chine ancienne », qu'il compila à partir d'un grand nombre de documents et de recherches. Il écrivait toujours pendant que beaucoup d'autres se laissaient aller au plaisir, et il continuait d'écrire même lorsque certains le remettaient en question ou le critiquaient. Que l'activité devienne l'état normal de la vie, c'est la seule manière de prendre conscience de sa valeur. Oubliez les bienfaits que l'on a accordés aux autres. Depuis longtemps, il existe un proverbe fort juste. Accorder un bienfait sans attendre de retour, attendre un retour sans accorder de bienfait. Mais dans la vie, certaines personnes, après avoir tendu la main pour aider autrui, estiment aussitôt que l'autre leur est redevable et gardent toujours à l'esprit que l'on doit leur être reconnaissant, leur rendre l'appareil. En présence des autres, elles adoptent souvent une attitude hautaine, marquée par un manque de respect. Une ou deux fois, cela peut être toléré, mais répété plusieurs fois, ce comportement finit par gêner profondément ceux qui ont un jour reçu de leur part une grande faveur. Ainsi, cette personne se sent d'autant plus mal à l'aise, considérant l'autre comme un ingrat, persuadée d'avoir gaspillé sa bonté, et devient déçue, irritée, voire pleine de rancune, à la fois troublée et tourmentée. Aider les autres est en soi un acte bienveillant, mais à force de s'en préoccuper, de le garder en mémoire, cela devient un fardeau qui empêche de vivre dans la joie et la sérénité. Tout le monde aura un jour besoin que quelqu'un lui tende la main. C'est pourquoi il faut se souvenir un peu plus de l'aide reçue des autres et un peu moins de celle que l'on a accordée soi-même. Ainsi, la vie sera bien plus légère. Une vie trop oisive est véritablement un désastre. L'écrivain autrichien Stefan Zweig a un jour dit « Chaque cadeau offert par le destin cache une valeur profonde. » Il y avait un homme en Angleterre, autrefois un simple éboueur pauvre, qui devint soudain millionnaire grâce à un prix qu'il eut la chance de remporter. Par la suite, il quitta son travail et mena une vie de gaspillage, achetant des voitures de luxe, consommant de la drogue, fréquentant des prostituées et jouant aux jeux d'argent. En l'espace de 7 ans, il dilapida 9 700 000 livres sterling et retomba dans la misère, abandonné par sa femme et sa fille. Il est évident que les biens matériels ne peuvent satisfaire qu'un bonheur éphémère. Lorsqu'une personne vit dans les plaisirs et la débauche, il lui devient très difficile de ressentir le vrai bonheur qui vient du cœur. Car dans l'oisiveté, on peut éprouver de la joie pendant un certain temps, mais ce vide, à force de se répéter, finira un jour par engendrer un profond ennui. Être occupé peut être épuisant, mais si l'on sait organiser son emploi du temps et le diviser en plusieurs petites plages, cela peut permettre d'atteindre de nombreuses choses comme la richesse, le bonheur et l'épanouissement intérieur. Au cours des dizaines d'années de notre vie, nous devrions laisser quelque chose à ce monde. Ne considérez jamais l'oisiveté comme un don du ciel.
Les choses qui vous procurent du plaisir et de la joie finiront un jour par vous détruire. Bien sûr, être trop occupé ou trop oisif n'est jamais bon. Il faut savoir trouver du repos dans l'activité et de l'activité dans le repos. Avoir quelque chose à faire, quelqu'un à aimer, quelque chose à espérer, c'est l'état le plus accompli de la vie. Lorsque vous commencez à comprendre comment chérir le temps, à l'utiliser avec sagesse et à l'organiser de manière raisonnable, c'est que vous êtes en train de prolonger votre existence et d'élever la valeur de votre vie. Ce que l'on appelle vivre pleinement, c'est ne jamais abandonner aucune étape de sa vie. Un bon professeur au grand cœur. Il y avait un élève dont la famille, dans son enfance, était très pauvre, au point que toute la maison ne disposait même pas d'un endroit pour se laver. Ainsi, chaque été, chaque fois qu'il voulait se baigner, il devait se rendre au bord de la rivière. Et surtout, à l'approche de l'hiver, l'eau de la rivière devenait glacée, si bien qu'il lui fallait beaucoup de temps pour finir son bain. Un jour, l'école désigna un nouveau professeur principal pour enseigner dans sa classe. Comme ce professeur était très occupé, il demandait souvent à lui et à un autre élève de venir chez lui l'aider à préparer du charbon de bois. Une fois le travail terminé, le professeur les laissait généralement prendre un bain chaud pour les remercier avant qu'ils ne rentrent chez eux. Quant à l'élève, chaque fois qu'il avait l'occasion d'aider son professeur ainsi, il en éprouvait une grande joie et naturellement, le professeur faisait souvent appel à lui. De nombreuses années plus tard, lors d'un banquet, l'élève autrefois pauvre avait désormais connu une certaine réussite dans sa carrière. Fier de lui, il se mit à raconter avec satisfaction à tout le monde les services qu'il avait rendus autrefois. À la fin du repas, la fille du professeur principal, également présente, lui envoya un message disant « En réalité, le but de mon père n'était pas de te faire travailler, mais de t'offrir un endroit pour te laver. » En lisant le message sur son téléphone, il fut ému aux larmes. Par la suite, il se rendit compte que son professeur avait été bon avec lui pendant tant d'années, et lui n'en avait jamais eu conscience. Ce professeur ne s'était pas contenté de l'aider à surmonter les difficultés de la vie, il avait aussi veillé, avec attention et bienveillance, à préserver sa dignité, en l'aidant de toutes les manières possibles. Dans les relations humaines, la sincérité passe avant tout. Lorsque nous nous lions d'amitié avec quelqu'un, cela commence souvent par la confiance en son intégrité. Une personne qui ne parvient pas à inspirer la confiance quant à sa probité, aussi compétente soit-elle, aura du mal à accomplir de grandes choses. Une grande entreprise avait besoin de recruter un assistant comptable. Ce poste devait faire l'objet d'un entretien et d'une sélection par un responsable des ressources humaines. Chaque jour, de nombreuses personnes venaient passer l'entretien. Après plusieurs étapes de sélection, il n'en restait plus que 3. Cependant, leurs compétences étant quasiment équivalentes, le responsable des ressources humaines, très indécis, ne savait qui choisir et dut demander conseil au patron. Celui-ci ne leur posa qu'une seule question. Comment feriez-vous pour aider l'entreprise à échapper à un impôt de 500 000 yuans ? À ce moment-là, le premier et le deuxième candidat répondirent qu'ils pouvaient créer de faux comptes. Le patron hocha la tête sans rien dire, se contentant de leur demander d'attendre la suite. Vint le tour de la dernière candidate. D'abord surprise, elle resta silencieuse un long moment, puis demanda « Êtes-vous certain de vouloir vraiment faire cela ?» Le patron acquiesça. La jeune femme prit alors congé, sortit et renonça à l'entretien. À ce moment-là, le patron se leva soudain, lui sourit et dit « Mademoiselle, je vous prie de patienter. Vous êtes la candidate la plus honnête et la plus intègre de tous. Félicitations, vous avez réussi l'entretien. » Après un certain temps de travail, cette jeune femme fut promue au poste de contrôleur général des comptes, une fonction respectée. Dans le livre des rites, il est dit « Celui qui a la vertu obtient ». La vertu morale est ce qui permet de gagner véritablement. L'intégrité est l'épreuve la plus efficace pour sonder le cœur des gens. C'est aussi la sincérité et la limite ultime dans l'art fondamental de traiter les autres.
Il existe une fable intéressante racontant ceci. Dieu possédait une balance spéciale pour peser la valeur de la vertu humaine. Il plaça un poids d'un côté de la balance comme référence. Quiconque pesait plus lourd que ce poids était considéré comme une personne de haute vertu, de valeur morale élevée. En revanche, ceux dont le poids était inférieur étaient considérés comme des personnes de basse vertu à la moralité faible. Un jour, un homme misérable, nu, se présenta et sauta sur la balance. Le poids était très important, dépassant le poids de référence. Dieu s'exclama avec admiration. « Très bien, c'est une personne de haute vertu. » Un riche propriétaire arriva ensuite. Craignant de ne pas peser assez et d'être classé parmi les personnes de basse vertu, il s'attacha autour de la taille une large ceinture en or, puis monta sur la balance avec une grande confiance. En effet, dès qu'il fut sur la balance, son poids dépassa celui du poids de référence. Mais Dieu secoua la tête et déclara qu'il appartenait à la catégorie des personnes de basse vertu. Furieux, le riche s'écria en direction de Dieu « Cette balance n'est pas juste. Ce misérable n'a rien, tandis que moi, je suis couvert de 1000 trésors. Comment se fait-il que je pèse moins que lui ?» Dieu répondit « Cette balance ne pèse pas la richesse ou la pauvreté, elle pèse la vertu. À tout prendre, les os de ce pauvre homme pèsent bien plus que les tiens. Si l'on ne tient pas compte de l'or, tes os à toi sont presque sans poids. La chose la plus précieuse dans la vie d'un homme, ce n'est pas la quantité de richesse qu'il possède, mais la réussite qu'il atteint en tant qu'être humain. La sincérité et la vertu sont la meilleure carte de visite d'une personne, et aussi le meilleur feng shui de toute une vie. L'oisiveté fait de nous des êtres inutiles. Une jeune femme, après avoir obtenu son diplôme universitaire, fut embauchée dans une grande entreprise grâce à son niveau d'études élevé. Elle pensait alors que sa vie serait désormais paisible. Une fois son travail accompli, elle rentrait chez elle pour regarder tranquillement des séries télévisées. Pendant ce temps, une collègue à ses côtés restait très occupée, acceptant de faire des recherches et d'étudier après le travail. Elle se moquait souvent d'elle en souriant, pensant que le niveau d'études de l'autre était inférieur au sien et que, quels que soient ses efforts, cela ne servirait à rien. Pourtant, même si leurs tâches étaient identiques, qu'elles devaient se rendre au travail à la même heure chaque jour et accomplir des missions similaires, ce n'est qu'à la fin de la journée que l'on pouvait réellement voir laquelle des deux révélait le plus son talent. Ainsi, après 5 années, sous l'effet des circonstances professionnelles, l'entreprise dut faire face à des réformes et fut contrainte de licencier des employés. Elle, bien qu'ayant un niveau d'études élevé, se retrouva soudainement sur la liste des personnes concernées. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit que, face à la jeune génération, la force physique et intellectuelle ne suffisait pas. C'est l'expérience accumulée au fil des années qui constitue le véritable cœur de la compétence. Bien qu'elle ait terminé ses études depuis 8 ans, elle n'avait toujours fait aucun progrès par rapport au moment de son diplôme. Pendant ce temps, une nouvelle génération de talents ne cessait d'émerger, si bien qu'elle devait faire face à de nombreux défis et obstacles dans la concurrence avec eux. En réalité, la vie ressemble à une barque remontant le courant. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Dans le monde des personnes talentueuses et brillantes, il faut sans cesse élever sa propre valeur. La chaleur que l'on ressent allongée dans son lit n'égale pas celle d'un avenir prometteur. Les histoires dans les livres recèlent toujours des leçons de vie à apprendre. L'indulgence et la cupidité ne font qu'endurcir l'existence. Beaucoup se plaignent que la crise de la quarantaine leur a fait perdre toute vigilance. Mais en réalité, bien avant qu'elle ne survienne brusquement, vous aviez eu d'innombrables occasions d'éviter que la crise ne vous frappe. Mais peut-être est-ce justement parce que vous avez choisi la facilité que vous lui avez ouvert la porte. 30. Être reconnaissant envers la vie. Quand nous étions enfants, nos parents et nos enseignants nous apprenaient à avoir un cœur bienveillant et compatissant,
car la personne la plus noble en ce monde est celle qui parvient à préserver sa bonté. Il existe une histoire émouvante racontant qu'un Américain nommé Aaron s'efforçait de trouver un emploi pour que son fils de 2 ans ne souffre pas de la faim. Un jour, il reçut enfin une invitation à un entretien. Il s'y était préparé avec enthousiasme depuis très longtemps. Ce matin-là, il ne lui restait que 2 $ en poche lorsqu'il monta dans le bus pour se rendre à l'entreprise. En chemin, un accident de la route se produisit. Le bus s'arrêta, mais personne ne voulut descendre pour aider. Aaron demande au chauffeur d'ouvrir la porte pour qu'il puisse porter secours aux blessés, mais celui-ci répondait « Le bus n'attend personne. Si vous descendez, je partirai. » Après un moment d'hésitation, Aaron choisit tout de même de descendre pour sauver la victime, renonçant ainsi à cet entretien si précieux. Finalement, le blessé fut rapidement transporté à l'hôpital et soigné à temps. Aaron déclara « J'ai laissé passer cette opportunité d'emploi car un travail peut se retrouver, mais une vie ne revient jamais. » À ce moment-là, je n'avais qu'une seule pensée en tête, sauver cette personne. Heureusement, grâce à sa bienveillance, il fut relayé par de nombreux médias. Par la suite, il reçut de nombreuses offres d'emploi, dont une d'une entreprise qu'il accepta sans même passer d'entretien. Et sa vie de pauvreté s'améliora considérablement grâce à la générosité de nombreuses âmes charitables. La bonté ressemble à un cercle. Si vous savez être reconnaissant et vivre avec bienveillance, alors un jour, tout le bien que vous avez fait vous sera rendu d'une manière ou d'une autre. Comme l'a écrit un écrivain dans un article, parfois la gentillesse ne vous récompense pas immédiatement, mais elle vous apportera des surprises. Parfois, la bonté reviendra sous une autre forme pour vous faire ressentir toute son ampleur et sa richesse.